Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre avec nous votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot dans son 9e numéro. On parlera d'équipe nationale et les 2 derniers matchs qualificatifs pour la CAN 2025. L'équipe nationale, évidemment, était déjà qualifiée. D'abord, un premier match dans des conditions déplorables en Guinée équatoriale, un match joué à 14 heures sur un terrain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était impraticable. Un match nul. Ensuite, la balade de santé de ce soir où les poulains de Petkovic ont survolé. Ils ont étrié l'équipe du Libéria 5-2-1. On parlera de tout ça tout à l'heure. On parlera aussi de Ligue 1 et sa 9e journée. Le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger qui s'échappent en tête de classement ex-aequo. On parlera aussi de Ligue 2 dans sa 10e journée. Le Mberoui 7 à l'est et l'Es Ben Aknoun à l'ouest sont en train de confirmer. Avant tout ça, j'ai le plaisir de recevoir avec nous sur le plateau pour la première fois l'ex-coqueluche du Mouloudia d'Alger et actuel consultant à la télévision algérienne, Moustapha Maza. Moustapha, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Fatah, bonsoir à mes téléspectateurs. Merci beaucoup Moustapha. Abdelnour, juste en face de vous, Abdelnour l'inamovible, notre ange gardien. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, très heureux d'avoir un des poulains que j'ai entraîné de par le passé. C'est toujours un plaisir de retrouver les anciens joueurs, quels qu'ils soient. Bon, lui, il est du Mouloudia. Bon, il a été de l'Omer d'abord. Enfin, sa plus grande carrière, il l'a faite au Mouloudia. Donc, très heureux de retrouver. Et puis, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Voilà. Et avant de commencer, Abdelnour, je tenais à informer nos chers téléspectateurs qu'il était convenu qu'on ait un joueur de l'USM Alger. Il était question de plusieurs noms. On devait avoir Mondeko tout d'abord. Ensuite, ça parlait de l'Amara. Au final, c'était Glody Litsanga. Et finalement, personne. Le président a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, les gens qui étaient chargés de coordonner avec nous, non seulement, ils ont dit, on va vous rappeler, ils n'ont même pas répondu au téléphone. C'est vraiment dommage. Nous avons de très très bons services de communication dans certains clubs. La preuve, on a eu beaucoup de joueurs et d'entraîneurs de certains clubs. Il y en a qui jouent le jeu, d'autres ne jouent pas, malheureusement. Nous, à la télévision algérienne, je le rappelle, et tout le monde le sait, on fait des émissions pour parler football et uniquement football. Voilà, ça devait être dit et on l'a dit. On commence et on revient au football. On commence par notre première rubrique après ça. Voilà, la première rubrique, comme vous êtes habitués, c'est les 3 points de Kawa Abdelnour. Qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? Tout d'abord, la famille du football a été endeuillée encore une fois après le décès de Rachid Mokhloufir. Cette semaine, c'est Hamid Merakchi, un ancien international que j'ai eu l'occasion d'entraîner quand j'étais adjoint de Mziane Iril. Il est mort à l'âge de 48 ans. Bon, c'est toujours triste d'annoncer des Hanan va nous lancer la photo de Hamid Merakchi, Allah yarhamou. Et c'est un garçon que j'ai connu, que j'avais beaucoup d'estime pour lui. On s'est côtoyé pratiquement toute une saison. Il n'avait pas tellement joué en équipe nationale, mais ce qu'il avait fait, il l'avait toujours bien fait. Donc je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à toute sa famille, à ses proches, ainsi qu'à toute la famille du football. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En deuxième point, c'est un peu les U17 qui viennent de jouer les éliminatoires pour être qualifiés en Coupe d'Afrique, qui étaient qualificatives également à la Coupe du Monde. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer ce cap. Ils avaient perdu 1-0 en premier match contre la Tunisie. Et puis, il suffisait d'un match nul peut-être pour se qualifier. Ils menaient 1-0 contre l'Égypte. L'Égypte qui avait perdu 5-1 le match précédent. Oui. Donc, on s'est dit, bon, c'était peut-être une occasion pour pouvoir... Malheureusement, notre équipe des U17 s'est inclinée 2-1. Donc, ce qui les éloigne non seulement de la Coupe d'Afrique, mais également de la Coupe du Monde. Parce que c'était qualificatif pour le mondial. Une génération de joueurs qui est partie comme ça. Bon, ça c'est... Le football est ainsi fait. Enfin, en troisième position, je reviens, on en a parlé souvent dans nos émissions,
c'est la valse des entraîneurs. Hein, elle continue, bien entendu. Cette année, moi, on l'avait prédit tout à fait début de saison. Dès le premier numéro, vous m'aviez dit, Abdelnour, je me rappelle, vous m'aviez dit, on pourra retrouver les images, vous m'avez dit, c'est pas fini. Mais bien sûr, il y avait des entraîneurs qui n'avaient même pas commencé la saison, qui avaient été années. Ouais. Cette semaine, il y a quand même eu Boily, qu'on a eu la semaine passée. Ouais. Et bon, une séparation à l'amiable, c'est toujours ce qu'on dit. Donc il a été remplacé tout de suite par Lotfi Amrouche. Ouais. Ensuite, on a vu Hadjar, qui était à Mostaganem, qui a été également remercié, qui se retrouve dans la même semaine à Khenchla. Et il y a une chose qui m'a fait plaisir dans tous ces mouvements, c'est la nomination de Slimane Rahou au poste d'entraîneur en chef de Mostaganem, lui qui a toujours été le second de Dumas. Donc c'est une très bonne chose pour lui et j'espère pour l'équipe de Mostaganem. Abdelnour, il faut signaler aussi que Mohamed Hamid Bensrir, qui a pris Mascara, qui a réalisé 2 victoires de suite avec l'équipe de Mascara. Donc c'est dire que la jeune génération commence à monter. Mais bien sûr, de toute façon, on a toujours tendance à retrouver pratiquement les mêmes entraîneurs qui sillonnent font le tour. La D1. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes. Mais malheureusement, on l'a vu, on ne donne pas de chance aux jeunes. C'est à peu près la même chose qui se passe pour les joueurs également. Hein. Quand on a des joueurs de 18 ans qui frappent à la porte on dit qu'il est trop jeune, donc un entraîneur qui commence sa carrière, il faut bien qu'il commence un jour. L'expérience, elle ne s'étudie pas. Hein. L'expérience se vit. Donc quand on voit des jeunes qui ont 35 ans, 40 ans, qui entament une carrière d'entraîneur et puis qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'épanouir, c'est quand même malheureux. Voilà, c'est les 3 points, mais je tiens quand même à faire participer Mustapha avec toute son expérience. Mustapha, je tiens à vous faire participer sur 2 points. D'abord, Abdelnour a attiré l'attention sur les U17. Ça continue à ne pas marcher pour les petites catégories. Oui, ça devient de plus en plus compliqué pour nos jeunes. Bon, après, quand tu as la catégorie des U17 avec toutes ces déperditions, on ne verra jamais les joueurs en équipe première de l'équipe nationale. Après, être éliminé déjà dans un tournoi qualificatif en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, donc ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs pour la génération et pour cette jeune catégorie. Bon, après, moi je dirais que la catégorie la plus vulnérable qui peut facilement être en équipe A, c'est les U17. Parce que les U17, tu as des joueurs facilement, bon, je dirais facilement, quand tu as des championnats bien organisés, quand il y a des joueurs, de bons joueurs, tu verras ton équipe, tu verras l'équipe nationale monter facilement en Coupe d'Afrique. Bon, tu vas me dire que pourquoi on ne peut pas sauter ces compétitions. Oui. Tout simplement parce que des fois, on ne fait pas les bons choix. D'accord. On ne fait pas les bons choix sur les joueurs, sur la stratégie, sur la vision des choses. Quand tu as des joueurs qui, à 18, 19 ans, qui ne jouent pas en équipe première, qu'est-ce que tu vas faire avec ces joueurs? C'est comme ça que ma vision des choses. Nous, on a joué en équipe première à 16 ans, à 15 ans. Oui, tout à fait. Donc, quand tu as des joueurs à 17 ans, à 18 ans, ils ne jouent pas en équipe première, là, ça devient compliqué. Bon, après, il y a beaucoup de paramètres. C'est les risques des entraîneurs de première qui prennent des risques et qui mettent des joueurs vers l'avant. Pour rejoindre ce que dit Mustapha, c'est notre expérience, c'est ce que nous avons vécu, nous, à notre âge. Le Mouloudia, juste après l'indépendance, avait une équipe extraordinaire, des joueurs qui étaient pétris de qualité, mais qui n'avaient jamais réussi à avoir un championnat ou avoir une Coupe d'Algérie. Tout à fait. Les dirigeants avaient réfléchi à l'époque, et puis on a commencé à les injecter en équipe première. Omar Betrouni, comme l'a dit Mustapha, Omar Betrouni a joué à l'âge de 17 ans. Zenir Wahab, moi j'ai joué à 19 ans, Maloufi à 18 ans. Donc il y a eu une passation. On s'est dit, tiens, on va mettre des jeunes, et puis 3 ans après, on a commencé à avoir des titres, et puis ça s'est... Mais après, les coachs, à l'époque, c'était des joueurs, c'était des coachs qui avaient de la personnalité, absolument, qui avaient du culot, qui avaient bien sûr. Qui savaient ce qui peut
arriver et tirer le maximum de ses joueurs. Bon. Donc, Moustapha, si pour résumer, pour ne pas trop s'étaler sur ça, donc selon vous, en tant que technicien, en tant qu'ancien joueur, il est impératif de faire participer au moins certains jeunes des 17-18 ans en équipe première. Oui. Oui. Ça, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Après, il n'y a qu'un seul, peut-être, je dirais, un seul club en Ligue 1, c'est le Paradou. Ouais. Paradou, il met des joueurs en valeur, surtout en première division. Ils font de très bonnes choses. Exactement. Bon, quand tu vois des joueurs Boulbina et tout, ils ont joué 2 ans en arrière. Ça veut dire qu'ils avaient 16 ans et 17 ans. Tout à fait, voilà. Tout à fait, effectivement. Un autre point, Moustapha, avant de passer à l'autre rubrique, la valse des entraîneurs. C'est chaque saison la même histoire. Chaque saison la même histoire. On n'arrive pas à atteindre la 10e journée, c'est-à-dire le tiers du championnat, avant qu'il n'y ait 7 ou 8 changements. Est-ce que c'est des erreurs de casting? Est-ce que c'est de mauvaises stratégies? La saison passée, pardon, excusez-moi, la saison passée c'était 13 ans. Oui, non, mais j'ai donné un minimum. Après, c'est la stratégie des responsables, je ne dirais pas les présidents. Parce que les présidents maintenant, c'est des employés. Tu vois. Donc je dirais que la stratégie des responsables au niveau des clubs, quand tu as un entraîneur, il ne peut pas mettre son plan de jeu ou sa stratégie en 3, 4, 5 matchs, surtout quand on ramène des entraîneurs étrangers. Peut-être que l'entraîneur local, il peut facilement, parce qu'il connaît la mentalité des joueurs, il connaît le championnat, il connaît l'environnement, il connaît tout. Maintenant, mais quand tu ramènes un entraîneur de l'étranger, il faut mettre du temps. D'abord, il lui faut du temps d'adaptation et ensuite de faire passer sa message. Bien sûr, après, il ne connaît pas les joueurs, il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas le championnat, bon, ça devient difficile pour lui. Tout à fait. Voilà, donc le tour a été fait sur les 3 points de Kawa. On passe à notre deuxième rubrique, mais après ça. Et c'est la rubrique Team DZ de l'équipe nationale a joué cette semaine ses 2 derniers matchs qualificatifs pour la prochaine CAN 2025. Le premier match qui a été joué jeudi à Malabo en Guinée équatoriale et s'est soldé sur un score nul et vierge. Un match à 14 heures, une chaleur torride, un taux d'humidité très élevé. Tout ce que pouvaient faire les joueurs, c'est rester sur le terrain. C'était déjà ça. Ensuite, aujourd'hui, dans le magnifique stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, les Verts ont survolé cette équipe du Libéria. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd que ça si ce n'est les ratés de certains joueurs. En tout cas, on va voir tout ça sur ce sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Avec 16 points sur 18 possibles, le parcours des Verts dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est quasi parfait. Le seul couac a eu lieu lors de la 5e journée à Malabo face à la Guinée équatoriale, le seul véritable adversaire pouvant rivaliser sur papier avec l'Algérie. Dans un match disputé à 14 h sous une forte chaleur et un taux d'humidité très élevé, les poulains de Petkovic sont revenus à Alger avec le point du match nul, 0 partout. Pour la 6e et dernière journée, les Verts ont foulé pour la première fois la pelouse du stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, l'une des plus belles enceintes d'Afrique. Et pour cette première historique, le public a répondu présent et le match s'est joué à guichet fermé. Les Fennecs se feront surprendre par le Libéria qui ouvre le score dès la 6e minute de jeu. Mandi remet les pendules à l'heure à la 20e minute avant que le capitaine Riyad Mahrez ne double la mise, 9 minutes plus tard. En seconde période, Bounjah marquera le 3e but, Amin Gouiri le 4e et Amoura le 5e durant le temps additionnel. Score final 5 buts à 1. Petkovic et ses joueurs mettront la Coupe d'Afrique de côté pendant un moment et reprendront avec les éliminatoires du Mondial 2026 dès la prochaine date FIFA prévue en mars et 2 confrontations face au Botswana et au Mozambique. Voilà, merci Sid Ahmed Bouraïb. C'était un sujet préparé par les services des sports. Avant d'aller vers les sonores des joueurs après le match d'aujourd'hui, Moustapha, un match très difficile en Guinée équatoriale. D'abord, tous les spécialistes le disent et ils sont très très clairs, on ne joue pas au football à 14 heures. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, les conditions climatiques étaient vraiment très très difficiles.
non seulement pour ceux qui étaient sur le terrain, mais aussi pour qui étaient derrière les écrans. Parce que jouer à 7h, à 14h, après le taux d'humidité très élevé, et le terrain n'était pas impraticable. Exactement, il n'était pas valable pour construire. Parce que l'équipe nationale, elle construit les attaques par derrière, elle joue les transitions difficiles, les transitions. Bon, je dirais que c'est vrai que les conditions climatiques étaient très difficiles, mais quand même on a su gérer et au moins rentrer avec un match nul. Bizarrement, Abdelnour, ce stade-là n'était pas homologué il y a quelque temps face à certaines équipes africaines. Et bizarrement, contre l'Algérie, il a été homologué, on a été joué là-bas. Bon, mis à part le fait de ce que vient de dire Mustapha et puis ce que vous avez dit depuis concernant ce match-là, il faut également souligner que l'équipe nationale était rentrée 48 heures avant un stage. Tout à fait. Donc il n'avait fait qu'un seul entraînement à Sidi Moussa. C'est valable même pour le deuxième match, de toute façon. Non. Mais là, tu as quand même un match dans les jambes plus un déplacement. Mais faire 5 heures de vol pour jouer le surlendemain, c'est pas évident. Bien sûr. Maintenant, que le stade soit homologué ou pas, on connaît pratiquement beaucoup de stades en Afrique ont ce genre de gazon. Hein. Bon, nous, grâce à Dieu, maintenant on a quand même le choix pour pouvoir jouer à un moment donné. On n'avait pas tellement de choix. Et puis on a joué également sur des terrains qui n'étaient pas au top. Donc c'est pas ça. Le plus important dans cette compétition, c'est d'avoir pratiquement fait un sans faute. Donc on a termine à 16 points. 16 points au lieu de 18. Donc, le seul faux pas qu'on ait fait, c'est à Malawi. Zéro défaite, oui. Zéro défaite toujours. Bon, c'est encourageant d'une part, bien que les choses ne soient pas parfaites. Bien sûr. Comme vous l'avez dit. Le chantier continue, Abdelnour. Mais le chantier commence à peine. Voilà, il n'est pas encore fini. Avant de passer au deuxième match, on va écouter les sonores pris par notre collègue Sarah Derbel, préparés par Sid Ahmed Bouraïb. On va les écouter. Non, on est content, on est très content parce que le stade, on savait que ça allait être une ambiance folle. Avec le résultat, on est très heureux et le plus important, c'est la qualification. On avait vraiment à cœur, comme je disais, de gagner aujourd'hui, de finir sur une bonne note. Le prochain stage, il est dans plusieurs mois et on voulait vraiment finir fort pour préparer cette CAN de la meilleure des manières. On l'a donné 100% aujourd'hui. On n'avait rien à jouer, mais on s'est dit qu'il n'y a pas de match qui compte pour rien en équipe nationale. Il n'y a pas de match amicaux, il n'y a pas de match qui sert entre guillemets à rien. C'est toujours une fierté, un honneur de représenter l'Algérie. Donc chaque match, il faut se donner à 100%. Et grâce à ce public extraordinaire, on a remporté une belle victoire aujourd'hui. C'était un grand match. On gagne 5-1. On a fait un super match. On a mal entamé le match, mais on a su revenir et on est super content. Il y avait un public incroyable. J'espère qu'on va rejouer ici. Et ouais, on est super heureux. اليوم الحاجه اللي لاحظنا اول شيء الاجواء والامبيونس اللي كانت في الملعب ما شاء الله ملعب كيما هذا وتحفه وبهذه الصوره وبهذه الاجواء كل واحد حتى اللاعبين القدامى يحبوا يعاودوا يلعبوا يرجعوا الملاعب ويلعبوا. بالنسبه للاداء شفنا البدايه لم تكن ما دخلناش في المباراه بسرعه تقبلنا هدف ولكن رده الفعل وشخصيه الفريق واللاعبين عرفوا كيفاش يرجعوا في المباراه والنتيجه وسجلوا 5 أهداف وكانت حافل كروي وكان متعه للجماهير. Alors c'était les sonores préparés par Sarah Derbel au niveau du stade Hussein Aït Ahmed. C'était Hamed Abdelli, Gendouz, Aïssa Mandi et au final Rafiq Saifi qui a un peu de nostalgie tellement qu'il a vu la belle ambiance, la belle pelouse, le beau stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, la belle pelouse et surtout le magnifique public qui a soutenu l'équipe nationale de la première à la dernière minute. Mustapha, vous êtes d'accord avec l'analyse de Rafiq Saifi? Il dit que, c'est-à-dire, c'est la personnalité de l'équipe, la personnalité des joueurs qui leur a permis de revenir après une entame allée. On va dire, pas la meilleure des entames. C'est vrai, on a fait de la démonstration, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. Quand tu prends un but, dans les 6 premières minutes, oui. Oui, la 6e minute, quand tu prends un but. Après, il y a eu une bonne réaction rapide, malgré que dans le jeu, surtout au milieu de terrain,
on a failli, il y avait un grand déséquilibre. On n'était pas en surnombre. Bon, après, il y a eu des réglages, il y a eu la rentrée de Mahrez des fois au milieu de terrain, des fois de Gouiri. Comme ça, on a commencé à être au moins à 3, des fois à 4 au milieu de terrain. Après, quand tu mets 4 patates d'affilée, enfin, les 5, on a marqué 5 buts, il y en a d'affilée un par un, on va dire que sur le plan comptable, je dirais que l'équipe nationale a réussi un bon parcours dès le début de la compétition. En plus, quand tu marques 16 buts et tu en prends 2, je dirais que c'est la meilleure manière des choses, surtout être qualifié vers la 4e journée, je dirais. Et les 2 matchs, c'était plus pour donner de la chance à quelques joueurs et mettre une stratégie. Voilà ce que dit Moustapha Maza, il ne faut pas faire la fine bouche, marquer 16 buts, encaisser 2 Abdelnour. Et on pouvait aujourd'hui marquer beaucoup plus que ces 5 buts. Hein. Il y a eu gentiment, on a vu le match ensemble, il y a eu gentiment 6 ou 7 buts qui ont été ratés. Un match qui vous a courroucé. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est encore le chantier, c'est le début de chantier à Abdelnour. Il y a beaucoup de points de satisfaction, mais il y a beaucoup aussi de travail qui reste à faire. Bien sûr, là maintenant les choses sérieuses vont commencer. Le plus difficile, c'était de pouvoir se qualifier. Bon, on l'a fait déjà après 3-4 matchs de joueurs. On savait très bien qu'on allait se qualifier. Bon, l'essentiel, c'est qu'on a fait un parcours sans défaite, d'une part. Maintenant, les choses sérieuses vont arriver, non seulement avec les qualifications de la Coupe du Monde, mais par la suite, bon, heureusement, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, je crois que la Coupe d'Afrique va se jouer pratiquement dans une année. Oui, en fin d'année pratiquement. Donc, oui. Donc on a le temps. Le plus important, c'est vrai, on a parlé de chantier. Bon, il n'y a pas eu tellement une grande revue d'effectifs. Hein. On a vu pratiquement l'ossature qui a toujours été maintenue. Le même noyau. Le même noyau. Maintenant, moi, je pense qu'il est temps de se projeter un peu vers l'avenir. Parce qu'il y a des joueurs, qu'on le veuille ou pas, puis c'est la loi du football. Hein. Il y a des joueurs qui sont arrivés pratiquement à un point de non-retour. Donc il faut songer à transférer non seulement le flambeau, mais à trouver. Là, on a vu la rentrée de Amoura a donné beaucoup de punch devant. Abdelnour Amoura, maintenant il fait figure d'ancien. Hein, oui, d'ancien nouveau. D'ancien nouveau, exactement. Parce qu'il n'est pas encore titulaire à 100%. Tout à fait. Donc on le voit, on a vu, même Mahrez, quand il avait commencé en équipe nationale, il n'était pas titulaire, hein, il faisait des apparitions. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc, mais il n'y a pas qu'Amoura, il y a encore beaucoup de jeunes, on ne va pas tous les citer, mais je pense que pour l'avenir, moi je pense qu'on aura un avenir serein parce qu'il y a de la qualité chez nos joueurs. Maintenant, le plus important, c'est de réussir à faire de ce groupe un groupe conquérant. Même en équipe nationale, l'équipe nationale, elle a un Maza. Oui. Ce n'est pas Moustapha, mais c'est Brahim Maza. Moustapha qui le connaît très bien, qui le suit depuis son jeune âge, Moustapha. Oui, après, il avait 14 ans, oui. Il était question pour qu'il vienne ici en Algérie. Bon, après, Maktab Charbi, pour ne pas dire autre chose. Bon, après, il y a eu Petkovic, on a pris des contacts avec la fédération, et l'entraîneur et toute la fédération, toute l'équipe, elle a commencé à travailler avec la nouvelle stratégie. C'est le dénichement des jeunes talents qui jouent à l'étranger. Ça a été le cas pour Brahim et pour beaucoup de gens qui vont venir. On va dire les choses comme elles sont. Moustapha, on t'a demandé ton avis. Oui, bien sûr. Voilà, on t'a félicité. Mon avis aussi, il compte. Bon, après, je dirais qu'on a touché le papa. Après, il y a eu la Bon, je ne dirais pas que Brahim pouvait dire non, parce que c'est lui qui cherchait à venir. Donc, par rapport à d'autres joueurs, malgré que Brahim, il a joué dans toutes les catégories en équipe nationale. Oui. Il a joué U14, U16, U19. Et pas dans n'importe quelle catégorie. Exactement, en Allemagne. Et après, alhamdoulilah, il a eu ce qu'il voulait. Alhamdoulilah, c'est un jeune pétri de qualité. Il va, Inch'Allah, avec les anciens, il va Inch'Allah, donner le meilleur de lui-même. Il va aussi apporter le plus. Faire beaucoup de choses en équipe nationale.
Amin Chiacha, c'est la même chose, Abdenour. C'est finalement la satisfaction du travail de ce bureau fédéral. C'est l'avenir. Non, mais c'est la satisfaction du travail de ce bureau fédéral. Là, les ramener à l'âge de 17-18 ans, les ramener en équipe nationale, les imprégner de l'ambiance de l'équipe nationale. On les a vus. Comme on a vu Brahim Maza lors du premier regroupement, on a vu Amin Chiacha avec le regard hagard. C'est une expression de joie, d'étonnement, de surprise, mais surtout de fierté. Et d'envie également. D'envie, oui. Parce que c'est le plus important. C'est vrai, vous avez parlé de fierté et tout, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'envie. C'est l'envie de faire, c'est l'envie de donner. Et je pense que ces jeunes-là, l'avantage qu'ils ont, c'est pratiquement une double culture. Quand on voit, on a parlé de Maza, c'est la culture allemande. Et la culture allemande est basée sur quoi? Elle est basée sur la rigueur. La rigueur et la discipline. C'est ça. Ce sont les deux fers de lance du football. Donc c'est à partir de là, en plus on a les qualités qu'il faut. Moi je pense que non seulement Maza, mais tous les jeunes qui sont solides. Et puis ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et il faut dire que ces démarches ont commencé il y a déjà bien longtemps. Mais là on est beaucoup plus axé sur les jeunes. Donc c'est pour penser beaucoup plus au futur de l'équipe nationale. Tout à fait. Voilà, donc on a fait le tour de ce dernier tour qualificatif pour la CAN et les 2 derniers matchs de l'équipe nationale. On passe à notre 3e rubrique après ceci. Et notre 3e rubrique, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, dans sa 9e journée, nous a ramené une nouveauté, c'est l'échappée du Mouloudia d'Alger, de l'USM Alger, en tête du classement. Le Mouloudia qui a gagné à l'extérieur, l'USM Alger qui a gagné à domicile. Ils prennent la tête du classement avec 16 points. On va voir tout cela en détail. On commencera par le match qui a opposé au stade Zakaria Mejdoub d'El Bayed, le MC El Bayed au Mouloudia d'Alger. On regarde le sujet, on revient au débat. Le stade Zakaria Mejdoub d'El Bayed était plein à craquer lorsque le MC local reçoit le Mouloudia d'Alger. C'est d'abord les locaux qui commencent les hostilités. L'ex-mouloudien Hassan Khoja tire des 20 mètres Moussaoui s'étend et sort le cuir en corner. Bouchoucha à son tour s'échappe dans le camp mouloudéen, mais gêné par la défense, son tir sort à côté des buts mouloudéens. À la demi-heure de jeu, Hleimia du côté droit du MCA essaye de trouver la tête de Sofiane Bayazid, mais ce dernier n'arrive pas à reprendre le cuir. La mi-temps est sifflée logiquement sur un score nul et vierge. En deuxième période, et dès l'entame, les Algérois prennent possession du cuir. À la 47e minute de jeu, Zakaria Nriji et d'un joli centre trouve la tête d'Andy Delors qui trompe la vigilance de Salhi et ouvre la marque pour les siens dans une joie indescriptible des fans mouloudéens qui se sont déplacés en grand nombre à Al-Bayed. Après cette ouverture du score, les locaux se ruent à l'attaque pour tenter de niveler la marque. Mais toutes les occasions ont buté sur une défense solide et un excellent Moussaoui. A noter que le MCA a terminé la partie à 10 après l'expulsion de Mohamed Zougarana pour cumul de cartons. Et c'est sur ce score d'1-0 pour les poulains de Patrice Baumel que finit la partie. Les Mouloudéens remportent ainsi 3 précieux points et prennent par la même occasion la tête du classement. Le Mouloudia Abdelnour qui se rachète après le match nul concédé à domicile face à l'US Biskra la semaine dernière. Le Mouloudia qui part à Al-Bayed où il n'est jamais évident de gagner parce que l'équipe d'Al-Bayed est joueuse et elle connaît très bien son terrain. Et les Mouloudéens sont revenus avec les 3 points de la victoire. 3 points qui sont très importants, hein, bien entendu, après cette série de matchs nuls, surtout à domicile. Battre une équipe à l'extérieur, bon, on a parlé de l'Al-Bayed, mais ça aurait pu être n'importe quelle équipe. Revenir avec 3 points, c'est très important pour la suite du championnat. Maintenant, il faut aussi parler de l'Al-Bayed. Bayed, on en a parlé tout à l'heure. Bouali, qui était là la semaine passée, a été remercié entre-temps. Donc il y a un nouvel entraîneur qui est venu. C'est toujours perturbant. Hein. Tout à fait. Une transition quand même pas calme. Voilà. Donc bon, tant mieux pour le Mouloudia. Ça lui permet d'être en tête.
Bon, ex-aequo avec l'USMA, mais ils ont repris la tête du championnat. Voilà, et Andy Delors qui finit finalement par inscrire son deuxième but. Il est resté muet pendant quelques matchs, c'était le deuxième match face à Parado. Absolument, face au Parado, donc il est resté muet durant 6 matchs. Finalement, on commence à retrouver le Andy Delors chasseur. Mais il a toujours la confiance du coach. Malgré qu'il ne marque pas, mais il est toujours là. C'est vrai qu'Andy Delors, avant d'être au Mouloudia, n'a pas joué pendant une bonne période. Donc je dirais, quand tu as la confiance du coach, un jour ça payera. Alhamdoulilah, avec ce match, après beaucoup de matchs nuls, que ce soit avec le Parado, Biskra et le Herbo, Mouloudia a réussi à gagner 3 points très précieux à l'extérieur. Bon, ça devient très compliqué, je dirais pourquoi, parce que quand tu gagnes, tu es l'équipe à abattre, tu es champion. C'est vrai que c'est difficile pour le Mouloudia de gérer toute cette pression, mais je dirais que quand même, derrière, il y a l'USMA aussi qui fait un bon parcours, la JSK aussi, le CSC, bon, il y a un bon paquet devant. Ça va se discuter difficilement. Qu'on pourrait voir comme champion dès la fin de saison. Voilà, ça se décomptera difficilement. Sans oublier le CRB. Tout à fait, qui revient, qui va revenir. On parlait du CRB qui traînait. Qui a 2 matchs en retard. Ça, si le CRB gagne ces 2 matchs, il se retrouve quatrième. Il se retrouve quatrième. Donc voilà, c'est pas perdu. Mais pour revenir au Mouloudia Abdelnour, j'ai eu le plaisir de discuter avec le coach. C'est vrai que c'est difficile quand on reçoit. Les équipes sont motivées quand ils viennent au 5 juillet, quand ils sont reçus par le Mouloudia devant 50-60 000 spectateurs, en général, pas par peur, mais les équipes se contentent du point. Ils se contentent derrière. C'est très difficile de trouver les espaces. C'est vrai que le Mouloudia, même face à Biskra, on a vu le match, j'ai eu le plaisir de commenter ce match, il y a eu des occasions. Mais quand tu rates, l'équipe adverse prend confiance et ça finit comme ça. Justement, là, quand on parle de l'équipe qui ferme au 5 juillet, c'est pas le 20 août, c'est pas Bollorine, hein. C'est un grand stade qui est très large, donc c'est pas une question de fermer ou de pas fermer le jeu. Il y a l'efficacité, Oui, qui n'y est pas. C'est ça. Tout à fait. La semaine passée, on l'avait dit, le Mouloudia marque son 5e but en 8 matchs. Hein. À la même période, ils étaient à 15-16, à 14 ou 15 buts. Hein. Donc il y a une différence énorme. Moi, je pense que retrouvant maintenant le chemin des défilés, le Mouloudia ira mieux. Tout à fait. Mais je dirais, Fatah, oui, bien sûr. Il faut signaler que le Mouloudia n'a pas pris de but pendant plusieurs tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai que derrière, ils sont costauds, ils sont solides. Tout à fait. Et après, en attaque, c'est vrai qu'ils trouvent des difficultés, mais quand même, ils se créent des occasions. Tout à fait, oui. Par manque de confiance de la part de Delors, de Zakaria Naïdji. Tout à fait. D'autres. Des fois par égoïsme aussi. Parce que si on se rappelle le match d'Akbou, il y a eu quand même. Par égoïsme, mais quelquefois par altruisme également. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'était le premier match entre le MCL Bayad et le Mouloudia d'Alger. On passe à un autre match, celui qui a opposé au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa l'Olympique Akbou au Mouloudia d'Alger. On regarde le sujet, on revient au débat. Les Akboussiens ont démontré encore une fois qu'un match n'est terminé qu'au coup de sifflet final. En effet, en recevant le MCO, les coéquipiers du capitaine Sid Ali El-Amri, et après une première période terne, se sont montrés très réalistes. Rien à noter durant le premier half, malgré les nombreuses tentatives de Oukil et de Ali Haroun qui ont toutes buté sur le gardien Rahmani. En seconde période, à la 72e minute de jeu, Oukil est sur une balle arrêtée, trouve un coéquipier au deuxième poteau. La reprise de la tête de ce dernier est interceptée par un défenseur Hamraoua, en l'occurrence Ségué, mais de la main. Après plusieurs minutes d'arrêt pour vérification, le référé Gamouh décide d'aller vérifier lui-même et accorde finalement un penalty pour les locaux. Et Ali Haroun, le buteur maison, se charge de tirer et transformer ce penalty, ouvrant ainsi la marque pour son équipe. La joie des locaux ne dure pas longtemps. Dès la remise en jeu,
Le remplaçant de luxe d'Hamraoua, Bousselem, égalise, plongeant le stade dans une stupeur totale. Le même Bousselem rate de peu le second but lorsqu'il reprend de la tête un centre venu du côté gauche de l'attaque du MCO. Heureusement pour les locaux que le gardien Benchir Lefgoum était à la parade. Juba Aguib, à son tour aussi, rate une superbe occasion de scorer. Son tir passe loin au-dessus de la barre transversale. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul et à la 96e minute de jeu, Hicham Sead et d'un joli centre trouve la tête de Boutelja, bizarrement seul dans les 6 mètres adverses, et qui plante le deuxième but pour les siens aux grandes dames des supporters et joueurs des Hamraoua. À l'ultime minute du temps additionnel et après une superbe phase de jeu, Adrar rajoute un troisième but pour son équipe. Après plus de 10 minutes de temps additionnel, M. Gamouh siffle la fin de la rencontre avec une victoire méritée des Akboussiens. Je disais mérité parce qu'ils n'ont pas abdiqué à 1-1. 96e minute de jeu, les Akboussiens n'ont pas baissé les bras. Ils ont marqué un deuxième et même un troisième but à l'ultime minute du temps additionnel. C'est-à-dire, ça explique un petit peu ce qu'on a dit au début de commentaire, Mustapha. C'est une équipe qui est certaine qu'un match n'est fini que lorsque l'arbitre siffle la fin. En plus, c'est une équipe qui a de la personnalité. Quand tu vois, ils jouaient jusqu'à la 97e minute. Ils n'ont pas flanché, ni sur le plan physique, ni sur le plan technique. Merci Mustapha de me tendre la perche. Et j'allais revenir sur ça justement. Tout le monde a parlé de ça, tous les observateurs ont parlé de ça. C'est unique. On dirait qu'il venait de commencer le match. Exactement. Un grand travail le fait le Tunisien. Sur le plan tactique, aussi tout le staff technique sur le plan physique. Bon, après, le match pouvait basculer d'un côté comme d'un autre. D'un côté comme de l'autre, parce que Aguib il a raté, Bousselem il a raté un deuxième but. Si c'était la manchette de Lefgoun dans la première situation, exactement. Après un contre comme ça, une balle arrêtée, ils prennent le deuxième but par Boutelja, après un troisième par Adrar. Bon, je dirais que Akbou méritait vraiment de gagner après 4 matchs sans victoire et après le MCO après 4 matchs sans défaite. Donc le numéro 4, c'est lui qui a marqué la journée. Voilà, mais Mustapha, on peut dire que finalement ils se sont intégrés en Ligue 1, c'est fini. Akbou maintenant joue d'égal à égal face à ses équipes. Bien sûr, bon, quand tu vas Akbou à 2 points du premier, eh ben, après tous ces ratages, je dirais à domicile ou à l'extérieur, je dirais que Akbou joue son complexe avec un effectif, je dirais un groupe vraiment bien soudé et avec un entraîneur qui connaît bien le championnat algérien. Est-ce qu'Akbou ira jusqu'au bout, Abdelnour? Est-ce qu'ils vont jouer le haut du tableau? Bon, jouer le haut du tableau, ils termineront certainement dans les 5 premiers, ça c'est certain. Enfin, la moitié du tableau, c'est sûr. Mais en voyant, on a vu pratiquement depuis le début de saison, on l'avait dit d'ailleurs. Hein. On avait reçu un directeur général, oui. Directeur général de l'Olympique d'Akbou. De l'équipe, et puis c'est une équipe d'abord qui est très bien structurée, administrativement, financièrement. Et puis ce n'est pas le fait du hasard qui se retrouve cette année en première division. 5 accessions de suite. 5 actions. Et puis là, on a vu depuis l'entame de saison, et ils jouent pratiquement sans complexe. Bon, ils ont quand même certains joueurs qui sont expérimentés aussi. Tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, un entraîneur qui est aguerri, puisqu'il a entraîné pratiquement 3 ou 4 équipes en Algérie. Et ensuite, ils n'ont rien à envier à d'autres équipes qui sont depuis quelques années déjà au niveau de la division 1. Donc moi, effectivement, je pense qu'Akbou va pouvoir terminer dans le milieu de tableau. Et un mot sur le Mouloudia d'Oran Abdelnour. Après 4 matchs, comme le disait Mustapha, sans défaite. Le naufrage a commencé déjà. Le dernier match, c'était contre Mouloudia. Oui. Un but à 0. C'était le premier match du coach. Tout à fait. Et donc là, le coach l'avait dit, de toute façon, hein, le coach du MCO. Eric Schell, oui. Eric Schell. L'équipe a été déséquilibrée à la sortie du jeu. Alors donc, continue à dire, ça a chamboulé complètement son organisation. Sortie de Kerrom. Et puis voilà. Et puis, Mustapha tout à l'heure avait dit, il y a une équipe en face qui a du caractère.
qui ne lâche absolument rien. Et effectivement, le match se termine quand l'arbitre siffle la fin du match. Et ça s'est joué sur rien, Abdelnour. Deux actions de suite ratées par le MCO. Le football est ainsi fait. Ça va vite. Ça va très vite, oui. Et c'est là où on s'attend le moins qu'on se fait surprendre. Donc, effectivement, quand on revoit le match, l'ensemble du match, Akbou ne démérite pas. Exactement. Mais même aussi, le MCO aurait pu ramener le match sans problème. Tout à fait. Voilà, c'était pour le match olympique Akbou-Mouloudia-Doron. Un autre match qui va encore nous prouver qu'un match n'est fini que lorsque l'arbitre le siffle, c'est celui qui a opposé l'USM Khenchela, les Siskawa, au CS Constantine, l'ex-leader. C'est un sujet préparé par notre ami Smaïn Belkaïdia. Amoindri par l'absence de 8 titulaires, le CS Constantine se présentait au stade Hammam Ammar de Khenchela pour essayer de sauver les meubles devant une équipe Khencheli sous la direction du nouvel entraîneur Sherif Hadjar, qui se devait de commencer par un bon résultat, et cela se passait vendredi passé au stade de Khenchela. D'entrée de jeu, les Khencheli tentent de mettre la pression sur leur adversaire, mais en vain, puisque le CS Constantine continuait à résister, notamment grâce à un bon gardien qui s'appelle Bossov. Yaïch tente ce coup franc, mais Bossov était sur la trajectoire du ballon, et l'on retiendra un autre coup franc à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, et le coup franc de Debih et le gardien Bossov à la parade. On retiendra ces deux arrêts du gardien constantinois pour aller au vestiaire à la pause citron sur le score de départ, c'est-à-dire 0-0. En seconde période, le jeu s'anime quelque peu et les Khencheli tentent de mettre la pression comme au début, mais Bossov sera impérial. Sur cette action, le premier ballon de Bencha'a a failli se terminer au fond des filets, mais l'absence de compétition dans les jambes du joueur constantinois le privera d'un but qui semblait se profiler après cette récupération du ballon et ce face-à-face face au gardien Litim. Sur ce coup franc, Kaddour Oussama trouve la transversale et Bossov toujours intraitable. Il faudra attendre le temps mort, comme on dit, le temps additionnel, pour voir Boumchala tirer un boulet de canon hors des 18 mètres et battre le gardien Bossov. On revoit d'abord le slalom de Boumchala qui ne trouvera aucune difficulté à traverser toute la défense constantinoise et mettre la banderille au fond défilé à la 92e minute de jeu. Cela suffira amplement au bonheur des Khencheli. Un bijou de but de Boumchara et l'USM Khenchela aussi, qui croit comme l'Olympique d'Akbou qu'un match n'est fini que lorsque l'arbitre siffle la fin. Mustafa, allez, on va dire beaucoup d'absents du côté du CS Constantine, mais c'est une victoire aussi méritée de l'USM Khenchela. Oui, Khenchela revient après la lourde défaite ici au stade du Saint-Juillet contre Baradou, oui, sans entraîneur. Après, quand on voit le match et on voit comment Boumchara a fait dans la 92e minute, là tu diras que le Khenchela il résiste, il est là. Et aussi, on peut aussi signaler l'absence du meilleur buteur de Khenchela, qui est Islam Bakir, oui, qui n'était pas là. Qui s'est marié. Qui s'est marié. Il est à 3 buts. Beaucoup de bonheur. Exactement. Boumchara, il est à 2 buts. Alors, on va dire que c'est vrai que Khenchela, avec un bon groupe, de bons joueurs recrutés cette saison, je dirais qu'il peut faire mieux. Bon, aussi, de l'autre côté, les absences de Dib et consorts, je dirais qu'ils ont pesé sur la stratégie d'ailleurs de Madoui et aussi sur la fin de la partie. Vous qui êtes entraîneur, c'est difficile de composer son taux de leader sur le terrain et beaucoup de pièces maîtresses qui manquaient au CS Constantine. C'est vrai que c'est une défaite, comme le disait Smaïn Belkaïdia, amère pour le CS Constantine, mais aujourd'hui, le meilleur a gagné.
Vous savez, quand on parle généralement, on parle d'équipe type. On voit pratiquement toujours le même 11 qui joue. Moi, je pense que dans une équipe, il faut toujours en avoir 16 ou 17. Hein. Donc, même si on a un des meilleurs joueurs qui ne joue pas, il y a toujours son remplaçant qui rentre et puis qui peut donner... Mais là, sur ce match-là, Moustapha l'a dit également, et je le redis, à la 92e minute, faire ce genre d'effort, ça, ce sont des actions qu'il faut montrer dans les écoles. Donc, réussir à faire un double crochet, un slalom, oui. Et puis placer le ballon en pleine lucarne extérieure, il faut le faire. Un bijou de but, ouais. Surtout en fin de match. Oui, tout à fait, à la 92e minute. Et donc, l'USM Khenchla, après, comme le disait Moustapha Maza, après le naufrage de 5 juillet face au Pardo Athletic Club, se refait une santé, se retape le moral, et c'est une victoire sur l'ex-leader, le CS. Avec un nouvel entraîneur. Avec un nouvel entraîneur, bien sûr, comme le disait Abdelnour au début, en la personne de Sherif, le sympathique Sherif Hadjar. On passe à un autre match, c'est celui qui a opposé à Biskra. Biskra qui souffle le chaud et le froid. Biskra qui nous sort des fois des matchs XXL et parfois passe complètement à côté de leur sujet. Donc c'est le match qui a opposé à Biskra, l'US Biskra à l'ASO Chlef, et c'est un sujet préparé par notre ami Riyad Belkhadim. Malgré le point pris la semaine dernière au stade du 5 juillet face au Mouloudia d'Alger, l'USB devait absolument se faire pardonner sa défaite à domicile face à la jeunesse sportive de Kabylie. Mais à la 17e minute de jeu, M. Azrin, l'arbitre de la rencontre, siffle une faute et un penalty, faute sur Belarbi, et Hamidi le tire et ouvre le score. Pour l'US Biskra, les locaux mènent 1-0. C'est encore une histoire de penalty, puisqu'à la 41e minute de jeu, Azrin, encore lui, siffle une deuxième fois un penalty, cette fois-ci pour l'ASO Chlef. Après ce fauchage, on le voit, de l'Arbi. Mellel, le gardien de l'US Biskra, fait un arrêt superbe et met la balle sur le poteau malgré la panenka. Biskra garde cet avantage à la pause et rentre au vestiaire avec un avantage d'1 but. En seconde période, retournement de situation. L'ASO Chlef se réveille et dès la 66e minute de jeu, c'est Benchouia qui égalise pour les Chérifiens avant que le coup de théâtre ne s'opère dans le temps additionnel. Bouchenna qui s'échappe seul et qui va aller battre le gardien de l'US Biskra. Stupeur dans le stade. Biskra vient de concéder sa seconde défaite à domicile après la JSK. C'est l'ASO Chlef qui prend les 3 points de la victoire. Les Chérifiens remontent à la 14e place avec 8 points. L'ASO vient de réaliser le hold-up parfait au stade des Ibans. Et ça va très mal du côté de Biskra. Ils ont perdu face à la GS Kabylie à domicile. Ils accrochent le Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet. Ils repartent à Biskra et là, ils perdent les points face quand même à une équipe qui était assez menacée, l'ASO Chlef. Ça va très mal du côté de Biskra, Mustafa. Mais aussi l'ASO qui confirme, après sa victoire à domicile, oui. Oui, la journée précédente, ben, il confirme avec avec 3 points. Il remonte à la 9e place. Bah, je dirais bon, j'ai vu le match, je dirais que Biskra méritait mieux. Bon, après, au vu de la physionomie de tout le match. Au vu de la physionomie du match, ils ont eu beaucoup de ratages, malgré le pénalty raté par l'ASO et le sauvetage de Mlala. Je dirais que le match allait vers le match nul jusqu'à changement opté par le coach Samir Zawi. Il a fait rentrer deux bons joueurs des couloirs et aussi vers l'avant, Benchouia et Boukhna. Boukhna, il a fait la différence après un duel gagné et un ratage complet de l'axial de l'US Biskra. Il s'est retrouvé face à face, il a pu mettre le ballon dans les filets, bon, qui coûtait 3 points pour l'ASO. Bon, je dirais que finalement, vu la physionomie du match, le match allait vers un partage de points. Après, l'ASO, je dirais qu'il a volé les 2 points qui restaient. Ils ont volé les 2 points, mais c'est un excellent coaching de la part de Samir
Zawi, on l'a pas assez cité, c'est vrai, un excellent coaching, ça a marché, ça commence à marcher. C'est quelqu'un qui travaille dans la sérénité, il est tranquille, il parle à ses joueurs, il essaye d'expliquer sa philosophie, et finalement ça finit par payer. On a toujours dit que cette équipe de l'ASO est une équipe joueuse. Allez, c'est vrai que les moyens, surtout financiers, qui est le nerf de la guerre, ne suivent pas. Oui, bon, on a parlé de Biskra, on en a assez parlé, parce qu'on en a parlé durant les 2 derniers numéros Abdelnour, mais là on parle de l'ASO, qui malgré tous les problèmes, ils reviennent, ils ont déjà pris les 3 premiers points, la première victoire la semaine dernière, et là, ils gagnent à l'extérieur et à Biskra, c'est quand même... enfin, ils répondent à tout ce qu'on pense de ces joueurs de Biskra, de l'ASO. On sait très bien d'abord la qualité des joueurs de Schleff, pas cette année, mais depuis déjà quelques années. Absolument, oui, tout à fait. Dans ce qu'il a, bon, on ne va pas encore reparler des problèmes financiers et tout, mais c'est une équipe qui a toujours aligné de très bons résultats, et puis à un moment donné, hop, ils flanchent. Ils flanchent et puis ils reprennent. Là, encore une fois, le match allait se terminer par un nul. Hein. Oui. Et le but a été marqué quand? Dans la 92e minute. 92e minute, ça veut dire qu'il faut rester concentré jusqu'au coup de sifflet final. Mais n'empêche que Biskra mérite quand même au moins le match nul. Au moins le match nul, un petit point, mais le football est fait... Mais bravo pour Schleff, parce que ça leur permet également de remonter un peu au classement, eux qui étaient pratiquement à la traîne. Hein. Tout à fait, et voilà, il n'y a que le travail qui paye finalement. Ils ont été patients, ces jeunes de l'ASO, avec leur coach Samir Zawi, qu'on salue d'ailleurs. Beaucoup de bons joueurs qui sont partis. Tout à fait, ils renouvelent de toute façon chaque année, Mustafa. Mais il faut aussi dire que l'US Biskra, sous la houlette de Mounir Zerdoud, il fait du bon travail, malgré... De l'excellent travail. De l'excellent travail. J'ai vu le match contre le Mouroudia. Bah, je dirais que vraiment derrière, ils sont solides. Très solides. Très solides. Voilà, avec une bonne stratégie, avec un 4-5-1 dans la situation défensive et avec un 4-2-4 dans la situation offensive. Bah, je dirais que Mounir, malgré cet échec, je dirais qu'il fait du bon travail à l'US Biskra. Ah oui, non, mais de toute façon, depuis déjà 2 saisons. Non, parce qu'en Algérie, on connaît les histoires. Tu perds un match à domicile et tu sors, tu perds un autre match, tu virais. Non, je pense que les gens de Biskra et surtout les responsables du club... L'année passée, il a vécu la même chose. Hein. À un moment donné, on s'est dit, tiens, mais les dirigeants... Ah, il est revenu. Et ils sont revenus, ils lui ont fait confiance et je suis sûr que les responsables de l'US Biskra font confiance à Mounir Zerdoud parce que non seulement il fait un travail technique extraordinaire, mais quand même, il arrive à maintenir le groupe motivé et tout, malgré beaucoup d'aléas. Donc, allez, on dit bravo à l'ASO pour ces 3 points, comme le dit Mustafa, un petit peu volés, sans méchanceté, bien sûr. Voilà, footballistiquement, voilà, exactement. Et c'est dommage pour cette équipe de l'US Biskra à qui on souhaite beaucoup de bien. Un autre match, et c'est celui qui a opposé l'USM Alger à la JS Saoura. C'est un résumé, d'ailleurs ça a été commenté par notre ami Fethi Bendali. Alger a enchaîné 2 matchs nuls sur ces 2 dernières sorties, mais il va falloir réagir pour les hommes de Nabil Ma'loul. La tâche s'annonce donc difficile. Benzaza qui a voulu donner à Mahlous, ce dernier lui a voulu retrouver Gassama, mais c'est la défense de la JS Saoura qui met ce ballon en corner. Le corner, Benzaza qui le joue, pas de pénalty, la tête et ouverture du score. Ouverture du score pour l'USM Alger après 19 minutes de jeu. But signé Bourkhenchouch. C'était bien joué hein, ce corner déposé sur la tête de Bourkhenchouch. Perte de balle pour voir l'adversaire venir déstabiliser l'arrière-garde. Le corner qui est joué au second poteau, repris de la tête, le dégagement qui est raté, la reprise et Bourkhenchouch qui était sur la trajectoire. C'est pas terminé avec le deuxième ballon. On va essayer également de faire plus rapidement cette action, d'opérer plus rapidement du côté de la Saoura. La reprise cette fois qui va passer bien loin. Akassem pour jouer cette touche du côté de la Saoura. Et à l'instant, Monsieur Mchelia donc qui siffle la fin de cette première période entre l'USM Alger et la JS Saoura. La combinaison c'est bien fait dans la surface de réparation, le centre à venir qui est contré et ça allait sur Wabdi gêné par Gassama.
L'arbitre qui siffle faute en faveur du gardien de la JS Saoura. L'arbitre en discussion avec ses assistants. Voilà, il va aller vers la VAR pour le gardien. Wabdi, peut-être le tournant dans ce match lors de cette seconde période. On le voit, hein, mais sur sa course, avec son pied, la semelle. Et ça pourrait être un tournant. Chemcheli qui revient sur le terrain. Voilà. Et penalty. Il donne carrément le penalty sur l'action en faveur donc de l'USM Alger. Et il donne le carton à Wabdi de victoire de plus d'un but du côté de l'USMA aujourd'hui. Belkacmi face à Wabdi et il le met bien fort sur le côté gauche du gardien Wabdi et ça donne donc 2-0 en faveur de l'USM Alger dans ce match face à la JS Saoura. Belkacmi à la 64e minute de jeu qui rajoute le second but sur penalty. Ali Moussa et qui va perdre la possession du ballon, rapidement joué du côté de la Saoura avec cet appel de balle. Il laisse le ballon derrière lui, même s'il arrive à le récupérer, il rentre dans la surface de réparation. Penalty. Penalty, aucune hésitation de la part de l'arbitre face au gardien Benbout. Botiche qui prend de l'élan, qui regarde le gardien Benbout, qui frappe et c'est sauvé par Benbout qui a bien choisi son côté, le côté gauche, et il a sorti ce ballon. Voilà, il est félicité par ses coéquipiers. Ils ont gardé cette balle, les joueurs de la Saoura. On va essayer de jouer sur le côté gauche, mais le dégagement. Et à l'instant, fin de partie, monsieur Mchelia qui siffle la fin de cette rencontre sur cette victoire des hommes de Nabil Mahloul, 2-0, des buts signés Bourkhanchous 19e minute de jeu et Belkacmi à la 64e minute de jeu sur penalty, sans oublier ce penalty sauvé par Benbout. Voilà, c'était donc la victoire de l'USM Alger sur la JS Saoura 2-0. Cette victoire grâce à laquelle l'USM Alger prend la tête du championnat en compagnie du Mouloudia d'Alger. Mustapha, une victoire, allez, on va dire logique de l'USM Alger, mais la JS Saoura n'a pas démérité dans ce match. Exact. La JS Saoura n'a pas démérité. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Même le pénalty raté pouvait revenir si ils auraient marqué. Bon, après, je dirais que vu la physionomie du match, parce que j'ai vu le match, même l'USMA, il méritait vraiment de mettre aussi beaucoup de buts quand on a vu les ratages de Belkacmi et qu'on sort. C'est la première fois que l'USM Alger gagne par plus d'un but durant cette saison. Exact. Et ils ne marquent pas beaucoup, mais sur les 8 matchs, ils ont encaissé qu'un seul but. Tout à fait. Tu vas me dire que l'équipe se base sur une assise défensive. Et c'est une bonne équipe sur le plan défensif, mais après, sur le plan offensif, ils trouvent beaucoup de difficultés. Même on a vu Ali Moussa qui est rentré au cours du jeu. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés, mais aussi la blessure de Gnaoui a beaucoup pesé sur l'attaque. C'était quand même le meneur de jeu. Tout était basé sur lui. Exact. Mais aussi, il a eu la déception totale, je dirais, de Gassama, qu'on attendait beaucoup de lui sur le plan physique. Il pouvait facilement peser sur les défenses adverses, mais là, je dirais, au vu de toutes les prestations qu'il a fait, je dirais que peut-être qu'il manque beaucoup de confiance. Peut-être que, Mustapha, vous ne pensez pas, parce que c'est un joueur qui a fait ses preuves sous d'autres cieux. Un attaquant, c'est la confiance. Un attaquant, il faut qu'il mette des buts pour gagner la confiance des supporters et du coach. Mustapha, vous qui étiez milieu offensif, voire attaquant, allez, vous n'avez pas changé beaucoup de clubs, mais je dirais... Pour quelqu'un, un joueur qui change carrément de paysage, qui change carrément de pays, il lui faudrait, selon vous, combien de temps pour prendre cette confiance et s'adapter complètement? Mais je dirais qu'il a eu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que pratiquement, il a... En plus de la Champions, il a joué tous les matchs. Oui. En plus des ratages, moi je dirais, parce que j'ai vu le match, quand l'ASO, il a raté de face à face, à 2 mètres des buts. Je dirais que peut-être... Sur
sur la confiance, surtout un attaquant de pointe, il faut qu'il mette des buts. Tu verras. On dit de l'or. Doucement, il va récupérer parce que bon, je dirais pas que c'était pas le même profil. Bon, après, un attaquant, je dirais, comme Delors ou autre, ou Slimani ou autre, il faut qu'il mette des buts pour gagner la confiance. Tout à fait. Abdelnour. Sans crier gare, sans faire trop de bruit, l'USMA se retrouve en tête du classement avec le Mouloudia, avec les deux ont un match retard, c'est entre eux. Donc celui qui va gagner la différence de but, non mais oui. Les matchs retard, c'est Mouloudia USMA. Exact, oui. Donc ça va être encore une forte empoignade pour qui sera le premier du championnat. Mais au niveau de l'effectif, vous avez parlé de Gassama. Moi, quand je revois un peu l'effectif de l'USMA, moi je pense que c'est un des meilleurs effectifs du championnat. Hein. Oui. Les recrues qui sont venus par compartiment, ça a été bien étudié. Maintenant, c'est vrai, ils ne marquent pas beaucoup de buts, tout comme le Mouloudia d'ailleurs, et puis ils se retrouvent en tête de classement, alors qu'il y a des équipes qui ont marqué des 4 buts, des 5 buts, qui sont tout à fait en bas. Le plus important, c'est d'abord de ne pas encaisser de buts, même si sur un match, il suffit de gagner 1-0 pour avoir les 3 points. Hein. Donc c'est ça le plus important. C'est ce qui fait l'USMA. C'est ce que fait l'USMA, ouais. Absolument. Un petit 1-0 par là, un petit 1-0 par là. Et en fin de compte, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une équipe qui bombarde dans chaque match, qui arrive à marquer 3 buts, 4 buts. Mais si on se contente d'un but et avoir les 3 points, pourvu que ça dure toute la saison. Voilà. Donc il suffit de gagner 1-0. Voilà. Et vous demandez à n'importe quel entraîneur, à n'importe quel président, est-ce que vous préférez faire du beau spectacle et être accroché ou gagner 1-0 et empocher les 3 points, tout le monde va signer tout de suite après. Te dira non, moi je préfère gagner les 3 points et partir tout seul. 3 buts ils coûtent 3 points et un but il coûte 3 points. Exactement, voilà. Alors le dernier match de cette journée, parce qu'il y a eu 2 autres matchs, c'est celui qui devait opposer le Chevalier de Belouizdad à la JS Kabylie qui a été reporté et l'entente des Sétif face au Parado Athletic Club aussi a été reporté. Donc le dernier match, c'est celui qui a opposé le NC Magara à l'ES Mostaganem et c'est un sujet préparé par Meissa Leboila. La lanterne rouge, le MC Magara recevait pour le compte de cette 9e journée. Le nouveau promu, l'ES Mostaganem, 9e au classement avec la JS Saoura, est dirigé par un nouvel entraîneur, Slimane Rahou. Dès les premières minutes de jeu, Marouani inscrit le seul but de la rencontre à la 16e minute. L'adversaire tente de réagir, mais c'était sans compter sur la résistance des locaux et qui ont su sceller leur défense et par là même le score qui restera en leur faveur. Une victoire qui réduit l'écart à une unité entre les deux adversaires. Mais pour autant, nul n'est à l'abri, tant que la bataille du maintien s'annonce rude. Plus réalistes, les Maghraouis ont pris le dessus sur leur hôte, grignotant ainsi 3 précieux points devant un chaleureux public qui continue à soutenir son équipe malgré les derniers résultats. Une deuxième victoire de la saison et une bouffée d'oxygène pour les protégés de Bourrara qui quittent ainsi la dernière place du championnat, laissant derrière eux le MC Al-Bayed et le CR Belouizdad. Et elle a bien dit, Meissa Leboila, une bouffée d'oxygène pour cette équipe du NC Magara qui quitte la dernière place à Abdelnour. Enfin, il était temps pour eux. Hein. De toute façon, on avait été habitués à un moment donné, ils avaient toujours quelquefois mal débuté le championnat, et puis ils se sont repris. Cette année, ça va être beaucoup plus difficile, parce que, actuellement, on est en train de voir les résultats depuis le début de saison, ne sont pas du tout en leur faveur. Habituellement, à Magra, ils ne perdent pas beaucoup de matchs. Hein. Cette année, ils en ont perdu. Tout à fait. Maintenant, Bourrala, la confiance est renouée puisqu'il avait pris l'équipe déjà en fin de saison avec plan de sauvetage. Il a réussi à sauver l'équipe. Maintenant, cette année, on connaît également les mêmes problèmes que Bagra, que Biskra, que le Briyad, que Schleff, etc. Donc, c'est une très bonne victoire qui leur permet un peu de souffler. Malheureusement pour Slimane, je ne sais pas s'il a encore... je ne pense pas qu'il ait encore commencé. Donc Slimane, on parle de Rahou, hein, oui, bien sûr, j'ai compris. Qui prend l'équipe. Je pense qu'il va faire quand même du bon travail. Et puis Mostaganem, on le sait, hein, ils ont quand même des joueurs qui sont assez expérimentés également. De très très bonne qualité, effectivement. On est content pour notre ami Liamine Bourrala, on est déçu pour notre ami Slimane Rahou qui vient de prendre l'équipe suite à une défaite. Mais quand même, Liamine Bourrala,
c'est comme le disait Abdelnour, c'est le fruit du travail qui commence à apparaître. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas, Mustafa, les difficultés financières, parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'on le répète très souvent, mais c'est leur gagne-pain, les joueurs, ils ont besoin d'être assistés sur ça. Malheureusement, il y a des clubs qui n'ont pas les moyens. Malgré ça, les jeunes du NC Magara se sont défoncés et ils ont pu arracher la victoire face à une belle équipe de Mostaganem. Exact. La deuxième à domicile, la deuxième d'affilée, après celle du CRB. Bon, c'était pas facile, vu que l'OS Mostaganem aussi, il sortait d'une défaite aussi à domicile contre le CRB. Donc toutes les deux équipes étaient dos au mur. Hein. Exact. Voilà, après c'est vrai que le Magara, ils sont dans la difficulté sur le plan financier, et tout le monde le sait, bon, sans entreprise comme celle des Mouloudia et tout. Bon, je dirais aussi que le NC Magara revient après cette victoire et sort la tête de l'eau, parce que quand on voit le NC Magara la saison passée par rapport à cette année, il perdait moins à domicile. Cette saison, ça devient un petit peu compliqué vu la situation, je dirais, financière. J'ai entendu plusieurs fois le président Liamine Borara, toujours dans la difficulté d'essayer de motiver ses poulains, ses joueurs. Et là, c'est compliqué. Après 3 mois, je dirais, ou 4 mois du début de saison. Donc, je dirais que après ces 3 points, sur le plan mental, je dirais que l'NC Magara respire un petit peu. Voilà, c'est vrai que cette équipe du NC Magara mérite mieux, on les a vus, ils sont joueurs, ils ont réussi à battre le Shabab Bariadi de Belouizdad avec toutes ses stars aussi, donc c'est quand même une équipe joueuse, une équipe qui mérite mieux. Bon, on souhaite le mieux pour toutes nos équipes. C'était donc l'ensemble des rencontres de cette 9e journée. Comme je le disais tout à l'heure, il reste 2 rencontres. C'est celle qui devait opposer le Shabab Bariadi de Belouizdad à la JS Kabylie et celle qui devait opposer l'entente de Sétif au Paradou Athletic Club. On va voir les résultats et les classements de la Ligue 1 en musique. Rappeler qu'il y aura le mercredi un grand derby, un grand classique, c'est celui qui opposera le Shabab Bariadi de Belouizdad au Mouloudia d'Alger. Il y aura Foul Mustafa. Oui, un derby, que ce soit le Mouloudia ou le CRB, quand tu vois le CRB jouer la dernière place, malgré qu'il a un effectif, il revient d'une victoire à l'extérieur, et le Mouloudia aussi revient avec 3 points de l'extérieur. Donc je dirais que ce derby, Inch'Allah, va nous donner beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bien. Beaucoup de plaisir et beaucoup de spectacles pour les spectateurs et les téléspectateurs et surtout les fans des 2 clubs. Abnour, il se trouve que c'est les 2 équipes qui représentent l'Algérie en Champions League africaine. Oui, tout à fait. Puis, quoique le CRB a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui au niveau africain. Oui. Ça fait 5 ans consécutivement qu'ils sont qualifiés dans ce genre de compétition. Le Mouloudia retrouve ça après une dizaine d'années. Donc, ce match-là, moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que le spectacle va être aux tribunes, ça c'est certain. Et pourquoi pas sur le terrain? Justement. Ça va être crispé. Non, c'est ce que je souhaite. D'accord. Je souhaite également que le spectacle soit sur le terrain, parce qu'on a toujours vu des matchs CRB Mouloudia ou CRB Usma ou Mouloudia Usma, ça a toujours été une euphorie dehors. Et puis quand on voit, la montagne qui accouche d'une souris, on se demande où est ce derby. Donc j'espère qu'on aura droit à un beau spectacle. Le plus important, vous savez, quand on est entraîneur et puis on joue un derby comme ça, c'est sûr, la meilleure des choses qu'on souhaite, c'est de remporter
ce match. Mais au fond de soi, on s'est dit, même si je ne le remporte pas, match nul, je m'en content. Non, mais après, il faut dire que les deux équipes, il faut qu'ils confirment. Qu'ils confirment, c'est ça le gros problème. Voilà. Donc j'espère qu'il va y avoir un bon spectacle. Et on l'espère tous. Voilà, on passe à notre dernière rubrique après ça. Et notre dernière rubrique, c'est la Ligue 2 dans sa 10e journée pour les deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest. Et c'est un sujet qui a été préparé par notre ami Ramzi Mohamdi. Le leader de ce groupe Est, le Amber 8-7, n'a pas tremblé face au NB de Lerma, où il a pris le dessus sur la plus petite des marges, 1-0. Un succès qui lui permet de se maintenir à la première place avec 27 points. L'USM Al-Harraj poursuit sa marche en avant en s'imposant à domicile face à l'US Chaouia, 1-0. L'USM Annaba, 3e avec 18 points, s'en sort très bien en prenant le dessus sur une valeureuse équipe de la JS Jijel. Dans le groupe Centre-Ouest, l'US Benakno prend le large avec 22 points en compteur après son succès 1-0 à domicile face à une école du football algérien, l'Asbo Oran. Son poursuivant, la GSM Tiaret n'a laissé aucune chance à l'USB Béchar Djedid en l'étriant 3-0. Un résultat qui permet au Tierti de se maintenir à la seconde place avec 16 points. En attendant de jouer son match retard ce mardi au Stade Ben Haddad face à l'Asmo, le RC Kouba s'en sort très bien en s'imposant à domicile face au MC Saïda par 2-0. En bas de tableau, les Nahdjites sont en pleine déroute. En effet, le Nahd n'y arrive toujours pas et s'est incliné à Mascara face à la GSM sur le score de 2-0. Le Nasriya devra vite se reprendre dès ce mardi en match retard en accueillant la GSE LBR qui fait partie des prétendants à la montée en Ligue 1 Mobilis. Voilà, très rapidement, Mustafa, vous suivez aussi un petit peu la Ligue 2. Vos pronostics, allez, on va dire, on est au tiers de championnat, aussi bien pour l'Est que pour l'Ouest. Très rapidement, Mustafa. Bon, je dirais qu'au vu des classements et des résultats jusqu'à maintenant, je dirais l'US Benakno, l'US Kouba et la GSM Tiaret qui sont bien partis pour jouer l'accession aussi sur à l'Est du pays. Je dirais Annaba, Al-Harraj, qui peuvent facilement remonter en première division. En première division, voilà. On va voir les résultats et les classements de cette Ligue 2 dans ces deux groupes. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre 9e numéro de Canal Foot. Merci à notre invité Mustafa Maza qui nous a fait plaisir d'être avec nous. Merci à Abdelnour Kawa. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Algérie. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même jour, même chaîne et même heure.